À suivre dans cette demi-heure d'information, les refus de l'AFC/M23 de participer aux discussions de paix à Luanda en Angola. Chronique à suivre dès le début de ces journaux. Entre-temps, Kinshasa maintient sa présence sur place en Angola. Les ministres de la SADC et EAC ont adopté une feuille de route détaillant les mesures de mise en œuvre des résolutions pour résoudre la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo, chargé d'auditionner quelques membres du gouvernement. La commission défense et sécurité, l'Assemblée nationale a remis son rapport final entre les mains du bureau de la Chambre basse du Parlement sur la situation de la guerre dans la partie est du pays. Voilà pour nos titres. Depuis Kinshasa, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 mars 2025. En direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition sur notre antenne. Je vous le disais au sommaire de cette édition, des négociations de paix directes devant avoir lieu hier à Luanda, en Angola, n'ont pas pu avoir lieu comme prévu entre le gouvernement de la République et l'AFC M23. Ces derniers, le M23 a refusé d'y prendre part. La délégation congolaise est pourtant sur place à Luanda pour participer bel et bien à ces pourparlers de paix. C'est un papier signé Edi Tchala. Kinshasa aura finalement eu raison à toutes les étapes de la recherche des solutions à la crise créée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Le 18 mars à Luanda, les discussions directes entre l'AFC M23 et le gouvernement de la RDC étaient annoncées par la médiation angolaise. C'était sans compter avec l'ombre du réel patron de l'AFC M23, Paul Kagame. Alors que Kinshasa s'est décidé de les rencontrer, tout en sachant qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse, l'AFC M23 vient de consolider sa stature de pantin. Rien ne peut être fait sans l'aval du maître à Kigali. Ceux qui n'avaient pas cru le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il disait que le dialogue, c'est avec le Rwanda qu'il faut le mener, comprennent désormais clairement le problème. Comme si l'acceptation du dialogue direct était une prime au crime, l'AFC M23 prétexte les sanctions infligées à certains Rwandais et quelques ténors du M23, dont Bertrand Bissimois, pour récaler les pourparlers de Luanda. Un leurre auquel seuls les naïfs peuvent accorder crédit. La seule raison du refus d'aller à Luanda pour la M23, c'est que le véritable patron n'y trouve pas son compte. Kagame a séché la rencontre du 15 décembre dernier à Luanda et il est en train d'en récolter les retombées. Ces poulains n'iront à Luanda que s'il en donne l'ordre, car à l'heure actuelle, l'étau semble se resserrer davantage sur le président rwandais. Lorsque la chute est brutale, l'on peut s'agripper même à une feuille morte. Paul est à présent isolé. L'avenir de l'AFC M23 est le cadet de ses soucis. Sa survie le préoccupe plus que toute autre chose. Les pourparlers gouvernement congolais AFC M23 sont renvoyés au calendrier grec. Sauf retournement inattendu de la situation, le médiateur doit se rendre à l'évidence. Et face aux atrocités commises dans la partie est du pays, l'Union européenne vient également d'adopter plusieurs sanctions à l'endroit de plusieurs chefs militaires rwandais, des dirigeants du groupe rebelle M23 qui opèrent dans la partie est du pays avec le soutien de l'armée rwandaise. Chronique préparée et commentée ici par Oscar Mbaïkaïj. À la suite des sanctions des États-Unis d'Amérique contre James Kabarebe et Kanyuka, l'Union européenne vient de frapper fort. Et c'est le début de la douleur pour le Rwanda de Paul Kagame. À l'unanimité, les 27 pays membres de l'UE ont voté des sanctions contre 9 personnes, dont 5 Rwandais et 4 Congolais. Parmi elles, des officiers supérieurs et généraux de l'armée rwandaise. Le général Rukika Rusisi, alias Roki, commandant des forces spéciales de FRD, les forces rwandaises de défense, les généraux Pascal Moïsi et Eugène Kumbito, respectivement commandants de 2e et 3e division de FRD, sont également sur cette liste. Également sanctionné, Francis Kamanzi, directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, depuis février 2024. Il est considéré, de par ses fonctions, comme responsable de l'exploitation et du commerce illicite entretenu depuis les zones congolaises sous occupation de l'armée rwandaise. L'Union européenne a également sanctionné la raffinerie d'or de Gazabo, basée à Kigali.
accusés de contribuer à l'exploitation illicite des minerais congolais. Des cadres du M23 ont été aussi sanctionnés par l'Union européenne. Il s'agit notamment de Bertrand Bissimois, chef du mouvement, ou encore Mouzanga Bahati, qui a occupé les postes de chef des finances du M23 pendant plusieurs années. Quelles sanctions leur sont imposées? Ces personnes sont interdites de se rendre dans l'Union européenne et leurs avoirs ont été gelés. C'est peut-être ce qui explique les refus de ces mouvements de se rendre à Luanda pour les négociations directes avec le gouvernement de la RDC. Mais les observateurs avertis sollicitent plus de sanctions contre le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Nous allons à présent prendre la direction d'Harare au Zimbabwe où les ministres des Affaires étrangères des régions d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe s'y sont retrouvés. Question de statuer sur la situation sécuritaire et humanitaire de la partie Est du pays. Une forte délégation de la République démocratique du Congo a également pris une part active à ces travaux. Nous rejoignons s'y place notre envoyé spécial, Willy Atunakov. Au cours de cette réunion ministérielle conjointe, Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, Communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, co-présidée ce lundi 17 mars 2025 à Harare, au Zimbabwe, par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce international du Zimbabwe et son homologue Kenya en charge de l'intégration régionale, a examiné, délibéré et adopté le rapport de la réunion conjointe de chefs d'état-major des forces de défense des pays membres de 2 blocs régionaux tenus le 24 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Objectif, faire le suivi de l'application sur le terrain des directives du sommet mixte EAC-SADC de Dar es Salaam justement en Tanzanie pour parvenir à une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo justement a été représentée à ses assises par une forte délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwambo Wagner, et de l'infatigable ministre de l'intégration régionale, qui a participé à tous ces travaux du début jusqu'à la clôture. Maître Didier Mazenga Mukanzu explique. Et il a été question pendant les 8 jours que nous avions passé ici, de discuter sur la mise en application des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement. Nous avions participé ici et nous avions validé les documents des experts militaires qui nous a été présenté et que nous allons soumettre aux chefs d'État et de gouvernement qui vont incessamment convoquer le sommet pour enfin avancer, notamment et prendre des dispositions pour un cessez-le-feu immédiat et permettre aux chefs d'état-major généraux d'accéder à la partie Est de la République démocratique du Congo, ouvrir les couloirs humanitaires et aussi la nomination de 2 médiateurs qui vont se joindre au processus de Nairobi pour que cette fois-là, les facilitateurs puissent se retrouver et commencer le travail. Signalons que toutes ces réunions sont organisées en perspective d'un sommet mixte de chefs d'État et de gouvernement EAC SADC prévu dans les tout prochains jours dans un lieu qui sera communiqué par voie diplomatique. Depuis Harare au Zimbabwe, Willy Atunakov Kapumba Banga, TNC. Willy Atunakov pour toutes ces explications. À Kinshasa, après avoir entendu plusieurs membres du gouvernement sur la situation sécuritaire dans la partie Est du pays, je vous le disais dès l'entame de cette édition, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a présenté et remis également son rapport final et ses conclusions au bureau de la Chambre basse du Parlement. Explication signée à Nimbalaka. Félicitations, merci beaucoup. C'est ça le travail vraiment des députés. Je suis très content. Merci. Le bureau de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a remis le mardi 18 mars 2025 son rapport sur les auditions des membres du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est du pays suite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda en soutien aux rebelles du M23. Ce rapport est le fruit d'un grand travail abattu urgemment par cette commission qui lui permet aujourd'hui d'éclairer la lanterne du bureau sur les différentes interventions du gouvernement pour faire face à cette guerre d'agression. Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous
auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avons fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée au survolé, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer, il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau et on pourra discuter de la question au cours de la plénière. Il faut noter que les membres de la Commission défense et sécurité étaient obligés d'écourter leurs vacances parlementaires afin de répondre à l'appel urgent du bureau de la Commission pour procéder à l'audition pendant plusieurs jours de quelques membres du gouvernement autour de la question sécuritaire à l'est du pays. Et dans un élan de solidarité, de patriotisme, délégation des hommes dédiés allaient remettre auprès du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilombayi, une enveloppe pour soutenir les compatriotes de la partie est du pays, victimes des atrocités de la guerre d'agression rwandaise dans cette partie du pays. D'autres détails dans ce reportage. Ce sont des pasteurs et représentants des églises chrétiennes de Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental qui ont frappé à la porte du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombayi Moussaou. Dans cet élan de solidarité et de compassion aux compatriotes victimes de la guerre d'agression dans l'est de la RDC, ces hommes de Dieu ont apporté leur contribution en faveur des Congolais vivant dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, dont une partie est sous occupation. Une enveloppe a été remise à cet effet au premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilombayi, pour transmettre acquis des droits. C'est une aide en nature, en espèces, ce que nous avons pensé, ce que les vieilles mamans ont donné, les orphelins et les autres personnes. Nous avons pu réunir et nous avions remis au bureau de l'Assemblée nationale. Un des notables du Grand Kivu, l'honorable Patrick Kemounyomo, qui les a accompagnés dans cette démarche, s'est dit ému par ces gestes et a dit toute sa gratitude. Au nom de la population du Nord Kivu, au nom de tous les députés du Nord et du Sud Kivu, nous tenons à vous remercier et à vous rassurer que votre contribution va arriver à destination. D'autres clergés et princes de l'Église sont appelés à leur emboîter les pas. Rendons-nous cette fois-ci à Matadi, dans le Congo central, où au total 64 présumés bandits urbains ont été jugés dans le cadre de l'opération Ndobo Zero au Koluna. Le ministre d'État, ministre en charge de la Justice, Constant Mutamba, a également pris part à cette audience foraine. C'est en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba Tungunga, et du gouverneur du Congo central, Grâce Konga Massouni Bilolo, mais également du ministre provincial de la justice et droits humains, Edouard Sambansitou, qui est le tribunal militaire des garnisons de Matadi, siégeant en procédure de flagrance, juge plus de 64 présumés bandits urbains tombés dans les filets de la police nationale congolaise dans le cadre de l'opération Ndobo Zero Koluna. Au cours de l'audience foraine de ce lundi 17 mars, les 64 prévenus présentés par l'organe de la loi ont comparu devant la justice militaire du tribunal militaire des garnisons de Matadi, présidé par le lieutenant-colonel Joël Dikoko, assisté de major Peniel Pongo, dite major Bebeto. L'audience de ces jours a permis de procéder à l'identification des prévenus. Cette démarche de lutte contre la criminalité urbaine marque une volonté affirmée des autorités de rendre une justice plus rapide et accessible tout en envoyant un signal fort aux hommes sans foi ni loi. Signalons par ailleurs que l'opération Ndobo Zero Koluna qui bénéficie de l'accompagnement sans faille du gouverneur du Congo central, Grâce Konga Massouni Bilolo, en termes de moyens logistiques, ne s'arrête pas seulement à Matadi. La traite des criminels et autres bandits de grands chemins se poursuivra dans d'autres villes de la province avec la ferme détermination d'instaurer un climat de sécurité et de sérénité au sein des paisibles citoyens. Sur ce d'ailleurs, le gouvernement provincial du Congo central réaffirme son engagement à restaurer l'ordre et la sécurité et à faire de la justice un pilier central dans la lutte contre l'impunité.
Les management. Revenons à Kinshasa pour parler de cette cérémonie de clôture de formation dédiée, destinée aux magistrats, chefs des juridictions et également aux fils des parquets civils et militaires autour du management, les archivages, également les courriers au sein du Conseil supérieur de la magistrature. D'autres détails dans ces reportages. 50 magistrats civils et militaires sont à l'école de formation sur l'éthique, la déontologie professionnelle, la procédure disciplinaire et la lutte contre la corruption. Organisé par le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature avec l'appui du PNUD, Enabel, l'UCID et le PARJ2, ces travaux visent à renforcer les capacités des magistrats pour garantir une justice plus intègre et efficace. Un accent particulier est mis sur la lutte contre la corruption, un fléau qui gangrène le système judiciaire congolais. Selon le baromètre global de la corruption, 68% des juges et officiers du ministère public seraient considérés comme corrompus en 2024. Un chiffre alarmant qui montre que malgré certaines avancées, des efforts restent encore à fournir. Des mauvaises pratiques que le Conseil supérieur de la magistrature tient mordicus à bannir à travers la moralisation et la formation continue des magistrats. C'est une activité qui concerne le Conseil supérieur de la magistrature au plus haut niveau et qui voudrait qu'après cette formation, que les collègues qui vont sur la formation puissent changer de mentalité, puissent abandonner les antivaleurs afin que quand quelqu'un vient en justice, il trouve des magistrats justes, intègres et disciplinés pour rendre et distribuer la justice comme ça. Juste après, Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, a eu un entretien avec Alexis Tamboué Mwamba, coordonnateur de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement COFED. L'objectif principal de cette rencontre était de faire un état des lieux des infrastructures existantes au Conseil supérieur de la magistrature en vue de lancer un processus de numérisation. Les officiers militaires FARDC ont été sensibilisés aussi au cours d'un atelier sur la cybersécurité, la cybercriminalité. Question de démasquer, déjouer également les plans du Rwanda qui a actuellement mis en place une armée numérique. Reportage. L'RDC se lance dans une lutte implacable contre la cybercriminalité et s'appuie sur un savoir avancé en cybersécurité, d'où cet atelier de renforcement de capacité à l'intention des officiers du FARDC sur justement la cybercriminalité et la cybersécurité à l'intention d'une soixantaine d'officiers. La directrice générale des Nobility qui a assuré cette formation, Daniela Kinanvoudi, revient sur son importance dans les contextes actuels. Saisir le niveau d'importance de la sécurité de données, connaître et comprendre les fonctionnements des logiciels malveillants, se rendre compte des risques liés aux diverses activités sur Internet, se rendre compte des risques liés aux communications par mail et appliquer les paramètres de sécurité, savoir pénétrer et sécuriser correctement son réseau automatique. Pour ne citer que cela. Le secrétaire général à la Défense qui a lancé cette formation a exhorté les officiers présents à faire usage de ces nouvelles connaissances pour la sécurité de la nation. L'objectif de ces séminaires est donc d'apprendre, de réfléchir, mais aussi d'échanger sur les solutions concrètes concourant à renforcer nos capacités, notre efficacité et notre résilience face aux menaces. On ne cessera jamais de les répéter. La guerre nous est imposée. Nous devons considérer cette guerre comme étant la nôtre. Que cet atelier nous offre l'occasion, l'opportunité d'affûter nos compétences pour bien nous armer à participer activement à la défense de notre intégrité nationale et de notre souveraineté. Lancée le lundi 17 mars, cette formation va se clôturer le jeudi 20 mars 2025. Et la province du Kasaï central est actuellement inondée de projets de développement pour son redressement depuis les récents passages du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la ville de Kananga. Déclaration du gouverneur de cette province à l'issue d'une séance de travail avec les vice-ministres de l'Intérieur et Sécurité Génie Tchila Kamba. La dernière visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kananga, est porteuse de la relance de plusieurs projets de développement au Kasaï central. Cette affirmation est faite à la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Eugène Tshila Kamba par le vice-gouverneur Job Kouindame, venu faire part au numéro 2 de la territoriale de l'état des lieux de la province. L'autorité provinciale a tenu à saluer la volonté ferme du président de la République, celle de désenclaver la partie centre du pays
par le barrage hydroélectrique de Katende et la réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji. Nous avons échangé autour de plusieurs points de la vie de notre province, le Kasaï central. Je fais part à son Excellence, Madame la Ministre, des avancées qu'il y a dans la province, notamment sur le plan social. La province du Kasaï central a bénéficié de l'attention toute particulière de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a rassuré lors de son passage en décembre dernier qu'il allait mettre de l'accélérateur sur tous les projets gigantesques initiés par lui dans notre province. En sa qualité de notable et leader du coin, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, a appelé la population centre-kassaïenne à continuer de faire confiance au chef de l'État, surtout lui soutenir sans faille pendant cette période où le Rwanda a lancé une guerre contre le peuple congolais. En Ituri, plus de 100 policiers sont en train de suivre une séance de formation axée entre autres sur l'éthique et la déontologie policière. Nous sommes ici à l'école de la police de Bunia. Ces éléments en uniforme, femmes et hommes, sont capacités pour faire face à toute éventualité. La discipline couplée à l'endurance, le respect des consignes sont des éléments clés. 45 degrés là. Le commissaire provincial de la police en Ituri trouve indispensable cette formation. Ne maîtrise pas les conditions de privation de liberté. Avant de l'entendre, je veux vous rassurer, après l'avoir entendu, vous décidez pendant les consciences de priver ces messieurs-là de liberté. Vous devez connaître trois conditions. C'est ça la maîtrise du droit pénal. Le droit pénal est vaste, mais il y a des notions qu'un OPJ ne peut pas ignorer. C'est ça, on vous dit à faire maîtrise du droit pénal. Ces différentes séances de remise à niveau visent essentiellement à cimenter le rapprochement entre la population et la police, a fait savoir le directeur de cette école policière. Alors l'autorité a jugé bon de former des policiers en PDP, c'est-à-dire police de proximité. Ce n'est pas une unité de la police, mais c'est une formation qui est là qui vient renforcer la confiance qui existe entre la police et la population. Donc c'est ça. Donc pour le moment, à la fin de toute cette formation, vous verrez que la police est toujours à côté de la population, à côté des chefs de quartier, à côté des bourgmestres. C'est ça peut-être. Notons qu'au total, 150 policiers venus de tous les 5 territoires de l'Ituri prennent part à cette formation de 6 mois et sont logés dans cette école dans les meilleures conditions. Il faut le dire, ici en Ituri, la police renforce de plus en plus sa capacité pour assurer davantage la sécurité de la population et de leurs biens à cette période où le pays fait face à l'agression rwandaise. Un nouvel ouvrage vient d'enrichir les rayons de nos bibliothèques. Il s'agit de la pratique des assurances et gestion des risques en République démocratique du Congo. Il a été publié et écrit par Eman Mboyo Liumba. D'autres détails dans ce reportage. Préfacé par le professeur émérite Grégoire Bakandeja, cet ouvrage met en exergue une panoplie de connaissances requises dans la gestion, dans son ensemble, d'une compagnie d'assurance. Son auteur, Herman Mbonyo Liumba, fort de son expertise dans le domaine des assurances et ancien directeur général de la SONAS, a fait un résumé riche sur les techniques des assurances qui devraient être absolument connues. En 10 ans, le code français a eu à peu près 100 modifications. Le code CIMA, qui est notre code de référence, qui régit une bonne partie des pays africains, a eu plus de 20 modifications. Donc, c'est-à-dire qu'une œuvre législative est toujours dynamique et lorsque les choses évoluent, il faut aussi que les pratiques évoluent. Et plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie de vernissage, notamment les conseillers de la présidence Ange Baolangi, Billy Paul Mimbopoto, les conseillers diplomatiques de la première ministre Pascal Bilenga, le secrétaire général aux affaires étrangères Théo Ambenga et la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana, qui a salué la notion capitale des assurances sur les différents domaines de la vie sociale. Merci pour tous ces exemples de lâcheté et surtout de la république pour le pays, ça pourra nous aider
Pratique des assurances et gestion des risques en RDC est un ouvrage parrainé par Théo Wambenga, secrétaire général aux affaires étrangères, qui a procédé au vernissage proprement dit dans un contexte particulier où le pays commémore les 10 ans de la mise en œuvre du Code des assurances dans la loi numéro 15/005 du 17 mars 2025. Et dans le reste de l'actualité, les épouses des militaires, jeunes filles et autres membres en situation vulnérable ont été sensibilisés sur les conséquences de la guerre d'agression rwandaise dans la partie est du pays. Également, les comportements et adoptés en cette période où leurs époux sont au front des batailles contre les agresseurs. Reportage. C'est dans une ambiance bon enfant que les membres de la Fondation Jeunes Filles en Avant ont suivi la sensibilisation sur le thème national lié à la célébration du mois de la femme en RDC par Madame Philomène Toulola, oratrice principale de la dite rencontre. Comme l'exprime bien cette participante. Elle nous a donné la maturité de grandir, de faire des choses autrement, d'être indépendante, d'être de filles courageuses, comment aider aussi les autres, les orphelins, les veuves. Et la distribution de quelques dons en nature et un fonds de commerce à toutes les femmes dont les maris combattent au front à l'est de la RDC, c'est le clou à cet événement. Très flattée et satisfaite pour la réussite de cette manifestation, Madame Diakanda Ndiboula, présidente de la Fondation Jeunes Filles en Avant, souligne que cette organisation féminine basée à Tchangou s'est donné non seulement l'objectif principal de s'occuper de la femme de la RDC et de la fille des militaires au front pour répondre favorablement à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celui de soutenir les FARDC devant l'agression, mais également d'aider la femme démunie de la RDC en général. Pour lier l'utile à l'agréable, une séance de démonstration des Nzango modernes a été exécutée par les femmes sportives de l'association GEVAD. Et dans la Mongala, les travaux d'exécution du programme de développement local des 145 territoires dans cette contrée avancent normalement. Constat du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de cette province. À l'instar d'autres provinces, à ce jour, la province de la Mongala bénéficie pour ces 3 territoires des infrastructures socio-économiques de base, notamment des écoles primaires, centres de santé et autres bâtiments administratifs. Plus de 50% de ces ouvrages sont en phase d'achèvement. Dans l'ensemble des chantiers visités, ces travaux sont bel et bien exécutés par les PNUD et ses partenaires, tant nationaux qu'internationaux, dont l'ONG Solidarité Commune. L'Assemblée provinciale de la Mongala se dit très satisfaite, non seulement de la réalisation de ces travaux, mais également de la qualité des ouvrages d'intérêt public qui est construit le PNUD en partenariat avec l'ONG Solidarité Commune, dont son Excellence Élisée Bokoumana Maposo en est le représentant légal. Cette mission des membres du bureau permanent de l'Assemblée provinciale de la Mongala a par la même occasion invité la population de cette partie du pays à la paix, l'unité sociale et à la vigilance en vue de placer effectivement la Mongala sur l'orbite du développement. Le bureau permanent de l'Assemblée provinciale de la Mongala demande à toute personne qui voudrait bien se prononcer sur la réalisation de ces travaux de descendre sur le site construit. Le bureau permanent de l'Assemblée provinciale de la Mongala exhorte enfin vivement les patriarches son excellence Élisée Bokoumana Maposo à continuer sur le même élan de développement qui l'anime pour le bien de ses frères et sœurs. Lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le programme de développement local des 145 territoires a pour objectif d'améliorer l'accès des populations à des meilleures conditions d'éducation, de santé et au renforcement du rôle de l'État. Et pour finir, les agents et cadres du réseau national des télécommunications par satellite Renatelsat sont à l'école des formations axées sur la comptabilité. D'autres détails dans ce reportage de Siniro Dépenda. On ne quitte pas définitivement les bancs de l'apprentissage avec la formation continue pour le renforcement des capacités et des compétences. C'est une première. Depuis l'existence de cet établissement public, le réseau national de télécommunications par satellite Renatelsat d'organiser une telle formation en comptabilité. Les agents et cadres du service des finances ont été soumis à un exercice de mise à niveau sur les contrôles financiers
Avec l'expertise et l'expérience du commissaire aux comptes, les apprenants ont bénéficié de nouvelles matières sur l'ABC de la comptabilité et l'audit interne. Le directeur général du Renatelsat, Jean-Pierre Bondo, circonscrit l'événement et l'importance de cette formation. Nous voulons profiter de l'expérience de commissaire aux comptes qui a une expérience internationale en la matière pour trouver un temps d'échange, de formation, de mise à niveau, que je peux appeler update pour les autres qui avaient déjà quelque chose, et avoir le B.A.B.A. pour les autres qui vont apprendre le ABC de ces services qui est la comptabilité, les finances, l'audit interne et les moyens généraux qui est censé avoir toute la situation des biens mobiliers, immobiliers, matériels de l'entreprise. Désormais, les Renatelsat disposent des inventaires extra-comptables pour résoudre les problèmes de contrôle financier. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi, où que vous soyez dans le monde, notamment à ceux qui nous ont suivis à partir de Goma et Bukavu. Cette édition vous a été dédiée. Merci également à nos équipes à la rédaction, en régie notamment à Péchomo Bengaya Kassongo, Mamita Bangoulou, François Kapia, Amouré Landou, Émile Zola ainsi qu'Alain